Chers amis du Club du Mercredi, bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube et dans ce nouvel entretien de la quarantaine. Vous le savez, nous traitons de la crise du coronavirus avec divers spécialistes à travers leurs spécialités, leurs spécificités. Nous abordons cette crise et nos invités ont donc chacun la particularité de la traiter sous un angle différent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Delorme, qui est historien, écrivain. Il est l'auteur de nombreux essais et de romans, et notamment d'un livre qui va nous occuper aujourd'hui, qui est Les 30 bonnes raisons pour sortir de l'Europe, que là, vous voyez un petit peu à l'envers et que je vous invite à acheter et à lire en cette période de confinement. Si vous pouvez vous le procurer, vous le faire livrer. Concernant le Club du Mercredi, vous allez pouvoir retrouver nos autres entretiens réalisés notamment avec Florian Philippot et Pierre-Yves Rougeron dernièrement sur notre playlist. Donc, à droite, vous aurez une petite notification pour vous permettre d'accéder à cette playlist des entretiens de la quarantaine. Par avance, je vous remercie de vous abonner à notre chaîne YouTube et de nous soutenir si vous le souhaitez via notre page Tipeee. Enfin, il vous faut savoir que cet entretien est réalisé le lundi 6 avril 2020 et qu'il sera publié dans les heures qui suivront la réalisation de cet entretien. Tout cela parce que l'actualité est brûlante, il faut agir vite. Donc, volontairement, nous n'allons pas retravailler le fichier audio. J'espère que l'enregistrement se passera bien et que chacun sera satisfait. S'il y a quelques bugs audio par avance, veuillez nous en excuser. Olivier Delorme, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Merci à vous de nous accorder cet entretien. Olivier, je crois savoir que vous avez une première particularité qui va nous intéresser pendant une dizaine de minutes. Vous vivez en Grèce, c'est ça? Oui, oui, je vis en Grèce, tout près des côtes turques, dans une petite île qui est un volcan, ce qui fait que peut-être à un certain moment, notre discussion sera un petit peu, risque d'être un petit peu techniquement problématique, parce que je vous parle de très loin et avec une connexion qui n'est pas toujours bonne, hein. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous toucher quelques mots à propos de la gestion de la crise en Grèce? Sur Facebook, vous êtes assez élogieux quant à la façon dont le gouvernement grec gère les choses. Est-ce que vous pouvez nous détailler ça? Écoutez, d'abord, il faut peut-être que je vous dise que j'étais très critique vis-à-vis de ce nouveau gouvernement quand il est arrivé en juin et que dans le monde dans lequel on vit, il est assez rare d'être surpris de manière positive. Donc je vais dire que je m'étais au moins en partie trompé sur la capacité de ce gouvernement à réagir à des situations de crise. Dans les 2 derniers mois, il a réagi extrêmement fort et, à mon avis, de manière positive, à la fois à la crise migratoire, dont on parlera peut-être tout à l'heure, et à la fois à cette crise du coronavirus, où, en réalité, aujourd'hui, d'après les modèles mathématiques, la Grèce serait un des 3, 4 pays d'Europe à s'en sortir le mieux. Ce soir, le professeur Tsiodras, qui fait le point tous les jours de l'épidémie, a donné les nouveaux chiffres. On a 1755 cas recensés dans un pays de 11 millions, un petit peu moins de 11 millions d'habitants. Il n'y a ce soir que 20 nouveaux cas recensés dans la journée, ce qui est le chiffre le plus bas depuis 15 ou 20, 15 jours ou 3 semaines. Il faut dire que depuis 15 jours ou 3 semaines, la fourchette de nouveaux cas par jour se situe en Grèce entre 20 et 100, sans qu'il y ait d'envolée de la courbe. C'est-à-dire qu'on a une courbe en dents de scie, mais qui ne suit pas le modèle qu'on a vu en Italie, en Espagne ou en France. On a 90 personnes en réanimation, ce qui est 2 de moins que hier. Et de fait, là encore, on a des chiffres qui sont à peu près stables depuis une dizaine de jours. Et on a 6 morts pour la journée, avec un total, depuis le début de la crise, de 79 morts. C'est-à-dire que, si vous voulez, le gouvernement grec a en réalité réagi très, très, très tôt, alors que le nombre de cas était très faible dans le pays.
Et donc, les mesures de fermeture des écoles, des crèches, des universités a été une dizaine de jours en avance par rapport à la France, alors que le nombre des cas était beaucoup plus bas. Ce qui fait que l'épidémie s'est diffusée beaucoup moins rapidement et beaucoup moins en, en globalité, si vous voulez. De même, ensuite, les fermetures de commerce sont intervenues beaucoup plus tôt qu'en France. Et puis, comme disait, contrairement à ce que disent nos responsables français, le virus ne connaît pas les frontières. Ben, si, il les connaît, c'est-à-dire que quand on met un contrôle aux frontières, le nombre de nouveaux cas venant de l'étranger a été très drastiquement contrôlé, puisqu'à partir du 16 mars, les étrangers arrivant sur le sol grec ont été mis en quarantaine dans des hôtels dédiés, ce qui fait que très peu de cas sont arrivés de l'étranger et que quelques jours après, les Grecs rapatriés de l'étranger et notamment des pays touchés par l'épidémie ont été eux aussi mis en quarantaine dans des hôtels dédiés, ce qui fait que le virus s'est diffusé beaucoup moins que dans d'autres pays d'Europe occidentale et notamment qu'en France. Aujourd'hui, quelle est la situation? Vous êtes confiné également? Vous avez des tests massifs qui sont mis en place? Comment ça se passe au quotidien? Alors, en gros, si vous voulez, on n'a pas, il n'y a pas des tests massifs. C'est de l'ordre de, je vous disais, 1755 cas ce soir. On a un nombre de tests qui est globalement 10 fois supérieur, c'est-à-dire qu'on doit être autour de 18 000 tests réalisés depuis le début de la crise. Oui, on est confiné maintenant depuis plus de 15 jours, je crois, presque 3 semaines, avec, comme en France, des autorisations qu'on imprime à partir de formulaires qui sont sur Internet pour aller faire les courses, pour aller voir le médecin, pour aller en balade. Voilà, les plages ont été interdites très vite parce que dès le début du confinement, en réalité, surtout dans les grandes villes, les Athéniens allaient sur la plage et donc les responsables ont pensé que le fait que beaucoup de gens se retrouvent sur les plages pouvait être des foyers de contamination. Donc les plages sont interdites. En dehors de ça, on a droit de faire une balade par jour, voilà, et d'aller faire ses courses, sauf dans les endroits, parce qu'il y a eu comment dire, des foyers très vite identifiés. Il y a eu un foyer dans le nord du pays, à Castoria, qui est une ville spécialisée dans le commerce de la fourrure. Et il y avait des gens qui revenaient, qui étaient allés à un grand salon de la fourrure à Milan, et donc qui ont rapporté le virus dans cette ville de Castoria. Il y a un autre foyer qui était qui est en Thrace, proche de la frontière turque, où on a confiné, alors là, de manière très drastique, c'est-à-dire que les gens sont même ravitaillés par la police ou par les pompiers, mais ne sortent même plus faire leurs courses. Et puis il y a un troisième foyer, enfin il y a plusieurs troisièmes foyers qui étaient dus en fait à des retours de pèlerinage de Terre Sainte. Et donc là encore, on a très vite identifié l'origine extérieure et confiné de manière particulièrement drastique les gens qui étaient autour de ces foyers de contamination. Voilà. Depuis, les autorisations, la circulation a été très strictement limitée à certaines professions dans le pays. Entre les îles, la circulation est également très réglementée et limitée aux Iliens qui ont besoin de
de se déplacer. Voilà, donc si vous voulez, il y a eu des mesures très fortes qui ont été prises très vite. Alors avec des conséquences économiques qui sont encore difficiles à chiffrer, mais qui vont être dramatiques dans un pays qui connaît déjà une situation dramatique depuis 10 ans, du fait des politiques de l'Union européenne dont on va reparler. Mais aujourd'hui, quand on interroge les Grecs, on a des résultats qui sont de l'ordre de 85% de soutien, enfin d'appréciation positive des mesures prises par le gouvernement depuis le début de la crise sanitaire. D'accord, donc votre gouvernement réagit de façon plus dure dans certains cas. Sinon, globalement, la situation est la même qu'en France, sauf que vous y êtes pris beaucoup plus tôt pour commencer à fermer Voilà. des lieux de rassemblement. Et donc, il y a eu des Voilà. effets, nécessairement. Est-ce que les C'est gens… ça. Je pense que c'est vraiment ça qui est à l'origine, c'est-à-dire que les lieux de convivialité, les lieux où le virus pouvait se transmettre ont été fermés très tôt alors que le nombre de cas était très bas. Et donc, du coup, la contamination a été beaucoup moins importante dans les premiers temps et la masse critique de gens qui sont contaminés font que pour l'instant, l'épidémie est beaucoup plus contrôlée qu'elle ne l'est dans d'autres pays. Voilà, donc là, c'est l'occasion de repenser à tous les experts de nos grands médias nationaux qui, à la courant février, nous disaient qu'il n'y avait aucun problème, c'était absolument pas risqué de recevoir les supporters de la Juventus de Turin pour le match face à Absolument. l'Olympique Lyonnais. Pas de problème, on y va. 45 000 personnes dans le même stade, pas de souci. Donc, OK. Donc, en fait, les décideurs grecs ont été beaucoup plus raisonnables. Beaucoup plus raisonnable. Et je dois ajouter que les Grecs, c'est une particularité du pays, mais il y a une grande attention à l'hygiène et comment je veux dire, une peur du microbe, ce qui fait que beaucoup de gens ont porté des masques très tôt. Et que quand je suis revenu, parce que moi je suis allé à Paris où je donne des cours à des retraités au début mars et je suis revenu ici le 15 mars quand les cours ont été supprimés. Et j'ai été très surpris dans l'avion de voir beaucoup de Grecs, et notamment des jeunes Grecs, porter à l'époque déjà des gants, en plus des gants en caoutchouc, en plus des masques. Donc, si vous voulez, la population a elle-même, par son, comment je vais vous dire, ses caractéristiques culturelles, a elle-même réagi de manière peut-être de manière beaucoup plus responsable par rapport à ce qui a été. Moi, j'ai jamais entendu dire en Grèce que ça servait à rien de porter un masque, si vous voulez. Voilà. Et donc, quand je suis parti le 1er mars, le patron du bazar de la ville de Lille, il faut vous dire que je vis dans une petite île, il y a 800 habitants, et il m'a dit: ah, tu pars en France, achète ici des masques avant de partir parce que tu n'en trouveras pas là-bas. Voilà, donc si vous voulez, il y a eu une conscience dans la population qu'il y avait déjà un danger. Et donc, les gens ont réagi probablement beaucoup plus vite que les Français, en plus des responsables. Je dois ajouter que le traitement à la chloroquine est appliqué dans les hôpitaux grecs depuis le début. Il y a une dizaine de jours, un avion d'Aegean Airlines est allé chercher 5 tonnes de chloroquine en Inde. Et depuis hier, les hôpitaux grecs sont livrés par des unités de production qui ont été remises en production en Grèce. Et la société Unipharma qui produit cette chloroquine a décidé de la mettre gratuitement à la disposition des hôpitaux grecs. Il n'y a pas de polémique autour de l'efficacité de la chloroquine chez vous? C'est admis? Aucune. C'est-à-dire que quand je regarde Facebook et que je vois les polémiques en France, c'est un peu comme si je regardais un autre monde, hein, si vous voulez. Ici, le professeur Tchiodras a dit: écoutez, voilà, c'est une des choses qui sont à notre disposition. C'est pas une panacée, mais ça a manifestement une certaine efficacité. Donc, on va le mettre on va mettre en traitement. Il y a
Il y a un autre vieux médicament pas cher qui est testé à l'heure actuelle par une équipe canado-grecque, qui est la colchicine, qui semble avoir également une efficacité sur le virus. Voilà. Alors après, Théodras, qui est le professeur qui supervise en quelque sorte au ministère de la Santé tout ça, dit qu'effectivement, c'est un protocole qu'il faut appliquer sous surveillance étroite, que ce médicament peut avoir des effets secondaires, etc. En plus, il y a une particularité génétique en Grèce qui fait que ce médicament qui est connu en Grèce, parce que la Grèce était était un pays où il y avait de la malaria jusque dans les années 30-40. Donc, si vous voulez, il y avait des unités de production de chloroquine en Grèce. Donc, on sait qu'il y a une partie de la population qu'on ne peut pas traiter avec ce médicament parce qu'il y a une particularité génétique qui le rend particulièrement difficile. Mais voilà, l'utilisation ne fait pas polémique. Je dois dire aussi que peut-être si la Grèce, enfin pas peut-être, très certainement, si la Grèce a réagi si vite et si fort, c'est que le gouvernement était conscient de l'état de délabrement du système de santé grec, qui est une des conséquences des politiques appliquées par l'Union européenne en Grèce depuis 10 ans, et que le nombre des lits a été diminué de 40% en 10 ans. Des blocs opératoires ont été fermés. Beaucoup de médecins, et notamment de médecins anesthésistes, sont partis à l'étranger pour y trouver des conditions d'exercice plus acceptables que celles qui leur étaient faites en Grèce. Et donc, par exemple, si vous voulez, l'été dernier, le plus grand hôpital d'Athènes n'avait plus aucun appareil de coronographie en service parce que tous étaient en panne et que le matériel n'a pas pu être renouvelé depuis 10 ans à cause des coupes imposées par l'Union européenne dans les budgets et notamment dans les budgets santé. Et donc, si vous voulez, je pense que le gouvernement grec et les experts qui sont autour de lui ont pensé que s'ils ne réagissaient pas très vite et très fort, on risquait d'aller à une catastrophe totalement incontrôlable. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles le gouvernement a anticipé très en amont la gestion de la crise. Ce que vous nous dites est passionnant parce qu'en France, on a tendance à considérer la population grecque comme un peu laxiste, qui se laisse aller, qui profite du bon temps, à qui on ne peut rien imposer. Finalement, vous savez, c'est toujours ce mythe sur les Grecs, le pays est pauvre parce que les Grecs ne payent pas leurs impôts, parce qu'ils trichent, parce qu'ils font du black, etc. Et finalement, quand on vous interroge, quand on parle avec les gens qui sont sur place, on se rend compte que la population grecque est beaucoup plus civique que la nôtre, a adopté plutôt les gestes barrières et les masques, les gants qui permettent de tenir le virus au loin, et ont en plus des dirigeants politiques qui, même s'ils arrivent après qu'il y a eu un saccage du pays et qui vont peut-être continuer à saccager le pays, ont quand même la conscience et la responsabilité de dire, même dans cet état de fait, on est capable d'anticiper la crise sanitaire qui va venir et on met tout en place pour qu'elle n'arrive pas ou qu'elle soit minorée. Franchement, c'est très surprenant. Oui, c'est très surprenant pour vous parce que voilà, moi je suis pas surpris parce que je connais ce pays depuis 40 ans et que je sais que tout ce qui a été déversé sur les Grecs il y a 10 ans au moment de la crise, c'était de la pure propagande. Voilà, les Grecs ont un problème avec leur État qui tient aux conditions de naissance de l'État grec. On peut en reparler un jour si vous voulez, mais et qui fait, comme je le dis souvent, que les Grecs ont très peu la conscience que l'État grec est l'État des Grecs. Et que ça, c'est très difficile à comprendre pour un Français qui est né et qui a été nourri avec le lait de sa mère à l'idée que l'État était le défenseur de l'intérêt général. Pour les Grecs, l'essentiel du temps, depuis leur indépendance en 1830, a été occupé par des moments où les gouvernements grecs et l'État grec étaient le relais d'une domination étrangère. Et donc, il y a un réflexe de méfiance, et notamment en matière de consentement à l'impôt, que les politiques de l'Union européenne depuis 10 ans n'ont fait que renforcer. Parce que, évidemment,
c'est l'état dans lequel l'État grec a été mis par l'Union européenne ne fait que renforcer l'idée chez les Grecs que l'État n'est pas le défenseur de l'intérêt général, mais le défenseur d'autres intérêts. Mais en même temps, si j'ose dire, il y a en Grèce une grande solidarité entre les générations et entre les gens. C'est une société qui reste une société traditionnelle méditerranéenne, pas du tout vérolée par l'individualisme, ou beaucoup moins vérolée par l'individualisme maladif qu'on a dans les sociétés occidentales. Et donc, il y a l'idée il y a encore une idée très forte de faire communauté et que les comportements qu'on a s'inscrivent dans l'appartenance à cette communauté. Voilà, donc je crois qu'il y a toutes sortes de choses qui expliquent que les gens ont réagi différemment de la manière dont ils ont réagi en Europe occidentale et notamment en France. Pour en terminer sur le chapitre grec et pour vous entendre ensuite sur le Frexit, deux dernières petites questions. Comment la gestion française est-elle perçue depuis la Grèce? Vous parliez du tenancier du bazar de Lille qui disait que vous ne trouveriez pas de masque en France. Comment c'est perçu et comment la gestion de l'Union européenne ou l'absence de gestion de l'Union européenne est-elle perçue également en Grèce? Allez, je vais vous faire deux petites anecdotes. Donc, hier, on s'est fait livrer de la peinture par le même patron du bazar, parce le bazar est fermé, mais c'est le moment en Grèce où on repeint les maisons. Le printemps est là, donc c'est le moment où on refait les façades, en principe avant Pâques, même si là, on sait depuis hier que les églises vont être fermées à Pâques, ce qui va être une grande première en Grèce, parce que Pâques, c'est la grande fête orthodoxe. Et donc, le Saint-Synode de Grèce a annoncé hier que les églises resteraient fermées pour Pâques, ce qui va être un vrai traumatisme pour beaucoup de Grecs. Donc, du coup, on s'est fait livrer de la peinture. Et donc, parce que le magasin est fermé, mais il a le droit de livrer. Donc, il nous a apporté de la peinture au village. Et donc, c'est la première fois que je le voyais depuis 3 semaines que je suis rentré, puisque moi, rentrant de France le 15 mars, je me suis imposé alors une quarantaine totale, c'est-à-dire que pendant 15 jours, je n'ai vu personne, sauf à plus de 2 mètres. Voilà. Et donc, il arrive et on commence naturellement à parler de la situation. Et donc, il me dit que voilà, en Grèce, ça se passe plutôt bien. Je lui dis oui, puis je lui dis voilà, ils ont anticipé. Et il me dit en Stigalia in Ramos. Alors, Stigalia, c'est en France, et in Ramos, si vous voulez, c'est quelque chose entre le bordel, le chaos et la catastrophe. Voilà. Et donc, il y a effectivement la conscience que ça ne se passe pas de la même manière en Espagne, en Italie et en France par rapport à ce qui se passe en Grèce. Et puis alors la deuxième anecdote sur la gestion par l'Union européenne, mais là, si vous voulez, il va falloir quand même que je vous dise 2 mots de la crise migratoire qui a eu lieu juste avant. Allez-y. Le boulanger passe tous les deux fois par semaine au village. Et donc, hier, vendredi, je suis allé acheter mon pain quand il est passé. Et donc, naturellement, là aussi, c'est la première fois que je le voyais depuis que je suis rentré. Donc, on a parlé de ce qui se passait à droite et à gauche. Et puis, on a parlé de ce qui se passait en Italie. Et le boulanger a fini la conversation en me disant, de toute façon, maintenant, l'Europe, c'est fini. Voilà, parce qu'ils n'ont rien fait. Ils ont laissé les Italiens, comme ils nous ont écrasés il y a 10 ans.
Et comme ils nous ont laissés seuls, il y a un mois, face aux milliers de migrants que Erdogan est venu déverser en bus sur la frontière en espérant faire craquer la frontière grecque. Et il dit, voilà, une fois de plus, quand on a été attaqué, parce que c'était une agression, cette affaire, eh bien, l'Union européenne a détourné la tête. Alors, il y a des États européens qui ont envoyé des renforts, l'Autriche, la Pologne, Chypre, évidemment, un des Baltes, je crois. Il dit, mais pour le reste, une fois de plus, on nous a laissés seuls, comme on laisse seuls les Italiens dans la catastrophe. Donc voilà, je crois qu'il y a, si vous voulez, vous voyez, on a eu une petite coupure d'électricité. Il y a eu il y a une espèce de désamour total vis-à-vis de l'Europe qui est déjà ancien en Grèce, hein, parce que quand les Grecs ont voté non à 61% et que l'Union européenne s'est assise dessus, il y a déjà eu derrière un grand désamour vis-à-vis de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, alors, je ne vais pas vous dire que c'est le sentiment général, parce que d'abord, je vois très peu de monde en ce moment, comme tout le monde. Mais enfin, voilà, c'est la réaction de mon boulanger la fin de la semaine dernière. D'accord. Oui, donc ce sentiment de rejet de l'Union européenne, en fait, il arrive dans la plupart des pays européens qui sont sérieusement touchés par cette crise. Ok, donc ça monte un peu partout. Pour ce qui concerne l'envoi de renforts lors de la crise migratoire, finalement, c'était des politiques nationales qui étaient appliquées, donc Oui, pas politique européenne. Et absolument. en plus, politique nationale appliquée par des pays qui ne sont pas les locomotives de l'Union européenne. C'est-à-dire que les grands pays de Absolument. l'Union européenne étaient absents. Ouais, on est d'accord sur ce Et constat. les grands pays de l'Union européenne étaient absents. Et les pays qui ont réagi étaient des pays qui sont particulièrement sensibles à cette question migratoire, en particulier les pays d'Europe centrale et orientale, parce que comme la Grèce, ils ont subi les politiques néolibérales de l'Union européenne qui ont fait partir une partie de leur population hors de leurs frontières et qu'ils se trouvent aujourd'hui dans des situations, pour certains, comme la Bulgarie ou la Slovaquie, dans des situations de vide démographique et qui n'ont pas envie de voir d'autres populations arriver pour combler ces vides. Il faut quand même dire aux Français, ça j'arrête pas de le répéter depuis 10 ans, que les politiques germano-européennes en Grèce ont fait partir depuis 10 ans 500 000 Grecs dans un pays de 11 millions d'habitants. Imaginez, mettez ça en rapport avec la population française et vous allez voir un petit peu le traumatisme que ça engendre. En plus, vous avez dans cette région qui a été dominée par l'Empire ottoman et où les chrétiens ont été pendant 4 siècles dans des situations d'infériorité juridique dans tous les secteurs de la vie et fiscale, sécurité, inégalité fiscale. Donc, vous n'avez pas envie de voir quand vos jeunes, et notamment vos jeunes formés, parce que cette émigration aujourd'hui, c'est une émigration pas comme celle du 19e siècle, de main-d'œuvre pauvre qui partait chercher fortune ailleurs, c'est une émigration de gens jeunes et formés qui, ne trouvant plus de travail ou trouvant des conditions de salaire insuffisantes en Grèce, partent exercer et partent créer de la valeur en Allemagne, en Suède, au Canada, aux États-Unis, en Australie, alors que ce sont les contribuables grecs qui ont payé leur formation. Donc, si vous voulez, c'est un double hold-up, c'est-à-dire que on dit que les Grecs ne payent pas leurs impôts, mais ils ont payé les impôts qui ont permis à ces jeunes de se former. Et aujourd'hui, ces jeunes vont créer de la valeur ajoutée, de la richesse ailleurs. Donc les Grecs sont 2 fois perdants.
Il faut dire que depuis le début de la crise, le taux de natalité s'est effondré. Il est tombé de 11 pour 1000 à 8,6 pour 1000. Et dans le même temps, le taux de mortalité a explosé. C'est-à-dire que la Grèce est devenue un pays qui avait déjà une natalité déprimée, mais ça n'a fait que renforcer. Et donc, on a aujourd'hui un pays qui est un pays qui vieillit, qui s'appauvrit, et qui s'appauvrit du fait de l'euro et des politiques européennes, et qui s'appauvrit aussi parce qu'il perd les ressources humaines qui devraient lui permettre de rebondir. Donc c'est une situation tout à fait dramatique. Pour nos auditeurs, si on a quelques camarades qui apprécient l'Union européenne et qui se perdent sur cette vidéo, voyez ce que ça donne de suivre les politiques européennes, d'y mettre toute la passion et toute l'application qu'il faut. Eh bien, à la fin, vos jeunes se barrent, le pays devient de plus en plus vieux et plus personne ne se reproduit. Voilà. Voilà où mène le rêve européen. Je dis depuis 10 ans, aux européistes français, regardez la Grèce, c'est notre laboratoire. On leur a imposé et on leur a et les conséquences sur la société grecque qui sont aujourd'hui palpables en Grèce chaque jour, vous les aurez en France dans 5 ans, 6 ans ou 10 ans. Alors justement, vous faites la parfaite transition vers le sujet pour lequel je vous sollicitez en premier, qui est le Frexit. Comme je l'ai dit dans l'introduction, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle donc 30 bonnes raisons pour sortir de l'Europe. Ce livre, vous l'avez publié en 2016. Je conseille vraiment vivement sa lecture à nos auditeurs, car eh bien, comme son titre le dit, c'est une recension de 30 raisons expliquées sur quoi? C'est 3-4 pages à chaque fois, de façon très synthétique, très simple et facile à comprendre, et surtout facile à expliquer à vos proches, qui nous pousse à sortir de l'Union européenne. En 2016, le Frexit était déjà urgent, il fallait déjà absolument le faire, la scène politique française n'y était pas du tout prête. On a une scène politique qui s'y prépare un petit peu plus. Bruno Le Maire, aujourd'hui ou hier, je crois, au Sénat français, a dit que si les économies des pays membres de la zone euro redémarraient de façon décalée, cela conduirait à la fin de la zone euro, par exemple. Donc, on a des élites maintenant qui sont de plus en plus conscientes des difficultés imposées par le cadre européen. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mettre leur idéologie à la poubelle, mais elles en sont conscientes. Et donc, j'ai envie de vous demander, est-ce que le Frexit aujourd'hui est encore plus urgent qu'hier au regard de la crise sanitaire et surtout de la crise économique qui arrive? Oui, bien sûr. C'est même pas le Frexit qui est si vous voulez, la question pour moi, c'est même plus le Frexit. La question, c'est la destruction de cette construction qui a mis au centre de tout le marché et la concurrence. Et donc, on voit bien aujourd'hui ce que révèle cette crise sanitaire, c'est que tout le discours qui servait à masquer les réalités a volé en éclats. C'est-à-dire, l'Europe, c'est la paix, l'Europe, c'est la coopération, l'Europe, c'est la fraternité. Ben non, on voit bien. C'est-à-dire que l'Europe, dès le traité de Rome, même pas, dès la communauté européenne du charbon et de l'acier, elle n'a pas été créée sur le principe de la solidarité, contrairement à ce qu'on nous a dit. Elle a toujours mis au centre la concurrence. Quand vous construisez quelque chose autour de la concurrence, vous ne pouvez pas ensuite imaginer que de la concurrence va sortir la solidarité. La concurrence, c'est le contraire de la solidarité. Donc, si vous voulez, la question de l'Union européenne, depuis le début, mais de manière beaucoup plus aiguë depuis l'acte unique européen qui établit les fameuses libertés de circulation des capitaux, des hommes, c'est-à-dire des travailleurs, et notamment la capacité des travailleurs mal payés, mal protégés à venir concurrencer des travailleurs bien payés ou payés normalement et protégés, et la libre circulation des marchandises sans barrière douanière, équilibrant, susceptible d'équilibrer
les différences de régimes sociaux, toutes les tares de la construction, toutes les tares natives de la construction européenne ont été multipliées à partir de l'acte unique. Et cerise sur le gâteau, est arrivé ensuite l'euro, qui est un instrument à à creuser les inégalités à l'intérieur de l'Europe. C'est-à-dire que ce que ne comprennent pas les gens, parce qu'on ne leur a jamais expliqué ce que c'était qu'une monnaie et quels étaient les effets d'une monnaie, c'est que l'euro, comme il a été créé à partir d'une moyenne de panier de monnaie, sans derrière aucune solidarité fiscale budgétaire, mais ça ne viendra jamais, c'est pas possible, on demandera jamais, un gouvernement allemand ne prendra jamais le risque de demander aux Allemands de transférer 15% de ce qu'ils payent en impôts vers l'Europe du Sud. On est dans le noir, excusez-moi, j'ai une coupure d'électricité. Bon, vous pensez que ça va revenir? Ouais, voilà, c'est de retour. Ça revient. Ça repart. On voit mes lunettes. Donc cet euro est un instrument à faire de la divergence économique. Donc, pourquoi il fait de la divergence économique? Parce que vous avez un petit nombre de pays pour lesquels cet euro est sous-évalué. C'est les Pays-Bas, l'Autriche, l'Allemagne, la Finlande, etc., pour qui, s'ils avaient leur monnaie nationale vaudrait 15 ou 20% de plus. Ça veut dire que tout ce qu'ils vendent à l'étranger se vend 15, 20 ou 25% de moins que ce qu'ils le vendraient s'ils avaient leur monnaie nationale. Et donc, ça veut dire que dans la concurrence générale, ils courent avec un petit réacteur dans le dos qui les fait avancer beaucoup plus vite. Et puis, vous avez les pays pauvres ou plus pauvres de la périphérie, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, la France, pour qui cet euro, il est surévalué. Et si on avait notre monnaie nationale, si nous avions le franc, mais encore plus si les Grecs avaient la drachme, ils auraient une monnaie qui vaudrait pour nous 10, peut-être 10%, pour les Grecs 20 ou 25%. Ça veut dire que tout ce que nous produisons, coûte 8 ou 10 ou 20% plus cher. Et ça veut dire que là où l'Allemagne fait la course avec un petit réacteur dans le dos, nous, on le fait avec un boulet au pied. Et donc, si vous voulez, dans une construction qui met au centre la concurrence, si vous faites courir la même course avec une partie des compétiteurs qui ont un réacteur dans le dos et d'autres qui ont un boulet au pied, eh ben, il ne faut pas vous étonner que les écarts se creusent entre ceux qui ont un réacteur dans le dos et ceux qui ont un boulet au pied. Alors voilà, c'est ça l'euro. Et donc, si vous voulez, ça ne peut pas durer. Bon, j'ai toujours dit que ça ne pouvait pas durer et que j'attendais l'accident industriel qui allait révéler les tares de cette construction européenne et les tares de l'euro, comme Tchernobyl a révélé les tares de l'Union soviétique et a montré aux soviétiques eux-mêmes que leurs responsables étaient devenus incapables de maîtriser le système. Eh bien, ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui avec le coronavirus, ce sont des responsables dont on voit chaque jour désormais qu'ils sont incapables de maîtriser le système et de compenser par des sparadraps les tares du système qui sont en train d'exploser au grand jour. Donc la réalité, c'est même pas le Frexit. La réalité, c'est qu'il faut que chacun
dans cette Union européenne aujourd'hui retrouve son indépendance, sa souveraineté, sa monnaie, comprenez, et qu'elle soit capable de remettre en œuvre des politiques industrielles. Vous voyez bien que quand vous avez l'euro, eh ben, vous ne pouvez plus produire de masques, vous ne pouvez plus produire d'oxygène médical, vous êtes obligé de faire des coupes dans votre système de santé parce que les Allemands vous le demandent, parce qu'il faut être raisonnable, parce qu'il faut leur donner confiance, parce qu'on n'a plus le droit de faire de l'inflation, qu'on n'a plus le droit de dévaluer, qu'on n'a plus le droit d'emprunter à la Banque de France. Et donc, tout ça, ça ne peut plus durer, ça ne peut pas durer, ça n'a jamais pu durer. C'est-à-dire que cette monnaie commune, cette monnaie unique, elle avait des tares dont il était, je l'ai dit, Jacques Sapir l'a dit, Emmanuel Todd l'a dit, mon copain Frédéric Farah l'a dit, ma copine Coralie Delhomme l'a dit, etc. On l'a tous répété que ça n'était pas tenable. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'élément révélateur qui fait que ça va exploser en vol. Pourquoi ça va exploser en vol? Parce que la logique, ça aurait été pour nos responsables de dire, écoutez, voilà, ce qu'on a mis en place à la génération précédente, c'était fautif depuis le début. On s'est fait des illusions en pensant que les économies allaient converger alors que l'euro les a fait diverger et que donc les écarts qu'il y avait au début n'ont pas été comblés comme on pensait qu'ils allaient se combler, mais au contraire, ils ne cessent de se creuser. La seule solution pour ça, ça serait que les pays riches du cœur envoient 15 à 20% de leur PIB vers les pays pauvres de la périphérie. Mais vous voyez bien que c'est politiquement impossible. Jamais une chancelière ou un chancelier allemand ou un premier ministre néerlandais n'acceptera ça. Et s'il l'acceptait, il sauterait parce que on est encore en démocratie et donc son électorat ne le supporterait pas. Il ne le supporterait pas parce qu'il n'y a pas de communauté politique, il n'y a pas de ressenti d'appartenir à une communauté politique. Vous comprenez que quand en France, l'Île-de-France ou la région toulousaine produit de l'impôt et que cet impôt par l'État français, il est redistribué en Corse, en Haute-Saône ou en Corrèze, qui produisent beaucoup moins d'impôts, ça ne pose problème à personne. Ça ne pose problème à personne parce qu'on a la conscience de faire partie d'une même communauté. Mais demander aux Allemands ou aux Néerlandais de payer pour les Grecs, pour les Italiens ou pour les Espagnols, c'est inacceptable parce que ces gens-là n'ont ni la même vision du monde, ni le même passé, ni le même système politique, ni les mêmes catégories de représentation. Vous voyez bien, quand je vous parlais tout à l'heure de la manière dont les Grecs avaient réagi à la crise et que les Français n'avaient pas réagi de la même manière. Ben oui, tout ça, c'est de l'histoire de long terme. C'est-à-dire que ce que nos dirigeants à mémoire courte ne peuvent pas comprendre, c'est que l'histoire dure longtemps. Voilà. Et qu'un Grec, il réagit vis-à-vis de l'Europe et du monde parce qu'il a son passé et qu'un Balte ou un Polonais ou un Irlandais, il ne réagit pas de la même manière parce qu'il n'a pas la même vision du monde, le même passé, la même histoire. Et ça, c'est pas en un claquement de doigts ou avec une monnaie ou avec de la concurrence que vous pouvez le changer. Vous ne pouvez pas le changer. Donc, on a essayé de faire rentrer dans un même moule des peuples qui n'avaient
ni la même vision du monde, ni la même vision de l'Europe, ni la même vision de leur avenir, ni les mêmes forces, ni les mêmes faiblesses en matière économique, culturelle, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, ce qu'on a, on a que ce moule est en train d'exploser. Et comme nos dirigeants sont incapables de dire « nous nous sommes trompés », et la logique, la manière de faire serait de se mettre autour d'une table et de dire comment on défait ça, c'est-à-dire comment on défait la monnaie unique de manière ordonnée, comment on revient à des monnaies nationales en tâchant peut-être de maintenir un certain nombre de solidarités, un serpent monétaire dans lequel les variations pourraient être limitées par l'intervention d'un fonds monétaire européen qui pourrait faire un peu de transfert du centre vers la périphérie, etc. Ça, ils en sont incapables parce que s'ils disent ça aujourd'hui, ça veut dire depuis 40 ans, on vous a amené en bateau et on vous a engagé dans une impasse. Donc, ils ne peuvent pas, ils sont intellectuellement incapables de tirer les conséquences de la situation actuelle. Et donc, le plus probable, c'est que tout ça va exploser en vol et qu'il va falloir le gérer comme les Russes ont géré l'explosion en vol de la zone rouble dans les années 90. Et comme ils ont géré l'explosion en vol de l'URSS et de la zone économique qu'elle avait organisée autour d'elle. Probablement, ça va être un peu chaotique au départ, si vous voulez, parce que ce qu'on aurait dû faire de manière ordonnée, ça va se passer sous l'empire de la nécessité. Alors, pour nos auditeurs, une toute petite synthèse. Effectivement, vous l'avez dit, à partir du moment où on n'a pas la maîtrise de notre monnaie, on est obligé non plus de faire une dévaluation monétaire, on est obligé de passer à ce qu'on appelle une dévaluation interne, ce qui entraîne la destruction du code social, la destruction des infrastructures des différents pays, etc. Premier point. Second point, vous avez raison. Effectivement, un technocrate bruxellois ou un membre de la dite élite française, intellectuelle française, ne reconnaîtra pas ses erreurs par le passé et ne fera pas en sorte de préparer la sortie de la zone euro pour que tout se passe bien, alors que de raison, c'est ce qu'il devrait faire aujourd'hui. Mais vous savez comme moi qu'on ne règle pas les problèmes avec ceux qui les ont créés. Donc, effectivement, ça semble un petit peu délicat. Charles-Henri Gallois et Pierre-Yves Rougeron faisaient hier un live avec Idriss Aberkane et parlaient des possibilités de destruction de la zone euro. Et justement, Charles-Henri Gallois faisait une analyse en 3 points. Il disait que soit l'Italie, parce que c'est le pays qui aujourd'hui est le plus dans la crise, soit l'Italie fait appel au mécanisme européen de stabilité, au MES, et se voit imposer une politique de la part de l'Union européenne pour récupérer un petit peu d'argent et être capable de renflouer un petit peu son économie. Donc, politique qui va l'emmener à la destruction du pays, comme vous l'avez vécu en Grèce, et qui va faire monter l'euroscepticisme et donc à terme conduire de toute façon à un Italexit. Soit les Corona Bonds sont acceptés, donc c'est bien moins ambitieux que ce que vous disiez tout à l'heure, les Corona Bonds, mais l'Allemagne dit déjà non, donc ça ne sera pas accepté. Donc l'économie italienne ne repartira pas grâce à ces Corona Bonds. Soit l'Italie ne peut plus emprunter, donc de fait, à terme, sort de l'euro. Et à ce moment-là, c'est toute la zone euro qui explose à côté parce que la France et l'Espagne sont obligées de sortir également pour pouvoir être dans une situation de compétitivité. Est-ce que c'est une analyse qui vous semble pertinente? Est-ce que vous avez des choses à redire dessus, à la compléter? Est-ce que ça vous semble probable surtout? Mais non, mais bien sûr, elle est pertinente. Alors, si vous voulez, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que toutes les barrières mises par les traités, par le MES, etc., sont en train de sauter en Grèce dès le début de l'affaire du coronavirus. Le gouvernement de droite, qui était supposé, et moi je l'ai dit moi-même, très proche de l'Allemagne. La première chose qu'il a dite quand la crise
c'est affirmé, c'est l'excédent budgétaire primaire de 3,5% qu'on nous a imposé, on le met sous le tapis, on ne le respectera pas. Donc voilà. Alors, derrière, la question, la question, c'est est-ce que l'explosion va venir du centre ou de la périphérie? C'est une question qui est très chère à mon ami Coralie Delhomme et à son compère David Kella, qui disent que l'explosion ne viendra pas de la périphérie et qu'elle viendra à un moment donné du centre, c'est-à-dire de l'Allemagne, des Pays-Bas et de l'Autriche, parce que ceux-là se trouveront dans une situation où ils seront obligés de payer ou de faire exploser la chose parce qu'ils jugeront que ce qu'ils doivent payer est en réalité moins avantageux que de perdre de la compétitivité en réévaluant leur monnaie nationale. Et que c'est en tout cas plus acceptable par leur électorat de revenir à la monnaie nationale et de perdre de la compétitivité parce que la monnaie va se réévaluer, plutôt que d'accepter de payer pour les pays du Sud. Et là, on arriverait, si vous voulez, au terme de ce qu'on appelle la construction européenne, à tort, qui n'a jamais été une construction, mais qui serait qu'en réalité, on préfère perdre en compétitivité en récupérant notre monnaie plutôt que de payer pour les Italiens, les Grecs, les Espagnols. Voilà. Alors, moi, j'ai été longtemps, si vous voulez, parce que je connaissais la Grèce, parce que j'ai vécu la crise grecque entre 2010 et 2015, j'ai vraiment pensé que l'euro allait exploser par la Grèce. Parce que, voilà, j'ai vécu ici le référendum, l'arrivée au pouvoir de Syriza, et les gens étaient tellement déterminés. Ils étaient tellement déterminés, vous comprenez. C'est-à-dire que plein de fois, on m'a dit « Oui, mais jamais aucun sondage n'a dit que les Grecs étaient pour la sortie de l'euro. » Ah bah oui, un sondage peut-être, mais la campagne du référendum, on leur a dit pendant 15 jours, du soir au matin et du matin au soir, si vous votez non, vous serez expulsé de l'euro et vous serez expulsé peut-être aussi de l'Union européenne. Et néanmoins, à 61%, ils ont voté non. Donc, ils n'étaient peut-être pas pour, mais ils en ont pris le risque. Et donc, il y a eu à ce moment-là le renversement de la politique de Syriza qui a trahi, entre guillemets, les engagements qu'il avait pris auprès de ses électeurs qui étaient jamais un pas en arrière. Et donc, de fait, ça n'a pas explosé de ce côté-là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même un président du Conseil italien qui, il y a 8 jours, disait si les Corona Bonds ne se font pas, l'Italie comptera sur ses propres forces. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on sait qu'il y a eu déjà des projets de monnaie parallèle en Italie à introduire. Est-ce que ça va être ça? Je voudrais attirer votre attention également sur l'Espagne, qui est un pays dont on parle peu sur le plan politique. Mais mon ami Christophe Barret, qui est un spécialiste de l'Espagne et avec qui on échange de temps en temps, et qui me disait que la nouvelle ministre des Affaires étrangères espagnole était quelqu'un de très raide. Et qu'elle avait dit à plusieurs reprises depuis qu'elle était au gouvernement que ça serait toujours les intérêts de l'Espagne qui primeraient sur le reste. Et hier, elle a donné un entretien en disant soit le virus, soit l'Europe tuera le virus, soit le virus tuera l'Europe. Donc, si vous voulez, dans un pays où quand même le consensus européen, c'était du béton. Or, ce consensus européen en Espagne, il se fissure de partout également, parce que Vox, qui au départ avait un discours très européiste, a viré de bord en ayant un discours de plus en plus eurocritique.
et a fait une partie de sa percée aux dernières législatives sur ce discours eurocritique. Donc on voit bien qu'il y a dans les pays de la périphérie de plus en plus de réticence à se laisser gouverner par l'Allemagne, parce que c'est quand même ça l'idée fondamentale, c'est l'Allemagne décide et les autres suivent. Bon, alors ça se fissure. Ma question aujourd'hui, est-ce que ça prendra fin, parce que je suis persuadé que la fin approche, mais est-ce que ça prendra fin parce que les pays de la périphérie casseront la baraque? Je n'en suis pas certain. Est-ce que ça se prendra fin parce qu'à un moment donné, l'Allemagne se trouvera dans la position de ne plus être obéie comme elle estime indispensable de l'être, parce que le gouvernement allemand a pour idéologie l'ordolibéralisme et qu'il ne reviendra pas là-dessus, et qu'à partir de ce moment-là, face à son électorat, il dira, écoutez, j'ai la possibilité soit de payer pour les feignants du Sud, soit on va avoir des temps un petit peu douloureux parce qu'on va perdre de la compétitivité en récupérant notre monnaie nationale, mais ça vaut mieux que d'envoyer l'argent des impôts des honnêtes Allemands vers les cigales du Sud. Ces deux scénarios sont possibles et j'avoue que je ne sais pas à l'heure où on est, je n'ai pas de scénario préféré. Si vous voulez, mon traumatisme personnel de la crise grecque, c'est que j'ai peur qu'au dernier moment, les pays de la périphérie ne rentrent dans le rang parce qu'ils ont la crainte que ça serait pire dehors que dedans. Ce dont je suis persuadé du contraire. Hein. Je pense que si les Grecs avaient récupéré la drachme en 2015, ils ne seraient plus au fond du trou aujourd'hui. Ils auraient récupéré des capacités de production, etc., qu'ils n'ont pas. Et qu'ils auraient connu probablement des années de croissance à 5, 6, 7%, alors qu'en réalité, ils sont dans une stagnation maintenant depuis 6 à 7 ans, et qui n'en sortiront pas parce que l'euro est de plus en plus surévalué pour la Grèce, et que donc tout rebond est impossible. Voilà. Mais ma question, c'est est-ce que les pays d'Europe du Sud sont susceptibles d'aller jusqu'au clash? Alors, je ne connais pas assez l'Italie et l'Espagne pour le dire. Ce qu'on voit aujourd'hui de l'opinion italienne, qui était quand même un des pays les plus europhiles depuis les traités de Rome et même avant, c'est quand même qu'on voit bien qu'il y a une opinion qui est en train de basculer complètement du côté de l'hostilité à cette Union européenne. Voilà. Alors, est-ce que le gouvernement actuel, avec le Parti démocrate dans la coalition, est susceptible d'aller à la rupture? Je ne connais pas assez l'Italie pour avoir une opinion là-dessus. Ce qui me semble sûr, ce qui me semble certain, oui, vraiment, c'est que l'Italie est un des pays qui souffre le plus de l'euro depuis le début. C'est-à-dire qu'en réalité, l'Italie est dans un état de mort économique, et notamment de tout son tissu industriel du Nord, qui était un tissu industriel de petites entreprises innovantes, qui a été ravagé par l'euro depuis 20 ans. Donc voilà, on sait qu'il y a une partie du patronat italien qui est en faveur de la sortie de l'euro. Ouais. On voit bien aujourd'hui qu'il y a même des européistes convaincus qui tiennent des propos très durs vis-à-vis de cette Union européenne
et de la manière dont elle a laissé l'Italie crever, il faut le dire, il faut employer les mots, comme on a comme on a écorché la Grèce depuis 10 ans. Donc, est-ce que tout ça peut continuer? Ma conviction est non. J'avoue que sur les modalités, j'ai encore du mal à voir comment ça va se passer. Mais je pense que cette crise est d'une certaine manière la crise finale. Alors, ça va peut-être prendre du temps, mais je pense qu'on est au bout. Puis je pense que les gens commencent à voir à quel point le discours européiste est une foutaise, est une vaste escroquerie, n'est que de la propagande. Et tout ça, c'est quand même en train de se dégonfler. Donc voilà. Il y a un phénomène inédit en Italie également, c'est que la presse maintenant prend ouvertement position contre l'Union européenne. Ça, c'est Y absolument… compris la Repubblica. Oui, donc là, c'est vraiment inédit, à voir si ça va persister. Mais si c'est le cas, si maintenant il y a non seulement le peuple, mais en plus la presse populaire qui prend position contre l'Union européenne, il y a un moment où ça va devenir difficilement tenable. D'ailleurs, pour le bon mot, je lisais cet après-midi sur un post d'un de mes amis Facebook qui il me pardonnera parce que je ne me souviens plus qui c'est, qui disait, j'avais trouvé ça assez drôle, que même Pornhub avait été plus solidaire avec les peuples européens que la Commission européenne. Voilà, c'était assez amusant. Est-ce que selon vous, il y a un troisième scénario qui est possible également, c'est que Christine Lagarde finalement mette en place les bonnes mesures, soit capable de renflouer toutes les économies européennes et que la zone euro tienne encore quelques années? Je n'y crois absolument pas. Je n'y crois pas pour une raison. J'ai écrit quand elle a été nommée qu'elle a été nommée parce qu'elle était incompétente. C'est pas une banquière centrale, c'est pas Draghi, si vous voulez, elle n'a pas l'autorité. C'est une avocate d'affaires, elle a été mise au FMI par protection politique et elle a été mise à la tête de la BCE à la suite d'un marchandage politique, de marchand de tapis, comme on sait si bien le faire dans l'Union européenne, qui était qu'on ne pouvait pas tout donner aux Allemands. Donc, comme les Allemands voulaient la présidence de la Commission, où on a mis d'ailleurs une personne qui est elle aussi particulièrement incompétente, puisqu'elle a été jugée par ses compatriotes comme la plus mauvaise ministre du gouvernement dont elle est sortie. Donc on a eu ce marchandage qui était que les Allemands voulaient un Allemand à la tête de la BCE pour mettre fin aux errements, entre guillemets, de l'ère Draghi, c'est-à-dire à toutes ces mesures non conventionnelles qui font hérisser les cheveux de tous les ordolibéraux allemands qui règnent sur la Deutsche Bank sur la Bundesbank plutôt, et qui ont provoqué quand même les mesures de Draghi. Il faut se rappeler que ça a provoqué un recours devant la Cour constitutionnelle allemande et que la Cour constitutionnelle allemande a dit que ce recours était justifié, mais qu'elle s'en remettait à la Cour de justice européenne pour voir si dans les traités, etc., etc. Donc, la Cour constitutionnelle allemande a reconnu en quelque sorte que les requérants avaient raison contre les mesures de Draghi, mais elle a botté en touche en renvoyant à la Cour européenne de justice. Bon, et donc les Allemands ne voulaient plus de Draghi, d'un Draghi à la tête de la Banque centrale européenne. Il faut se rappeler quand même que le Bild a publié une une dans laquelle on voyait Draghi allumer un cigare avec un billet de 100 ou 200 euros enflammé, ce qui était une une extrêmement violente pour les épargnants allemands. Plein de fois, des tas de responsables politiques allemands de la CDU et de la CSU ont dit Draghi est en train de brûler les économies des épargnants allemands. Il est en train de préparer quelque chose qui va nous mener à une catastrophe monétaire. Bon, alors donc l'idée c'était on veut un Allemand à la tête de la BCE, mais comme on avait déjà un Allemand à la tête de la Commission, c'était pas possible.
Donc, il fallait mettre quelqu'un qui soit comme un Allemand. Alors, on avait la possibilité de mettre un Autrichien ou un Néerlandais, mais la France voulait sa part du gâteau dans les postes prestigieux. Et donc, on a dit, il faut mettre une Française. Et là, si vous voulez, le deal qui a été passé, le marché qui a été passé entre Berlin et Paris, c'est clairement de mettre une incompétente qui sera tellement incompétente que c'est le board, c'est-à-dire le conseil des gouverneurs qui la tiendront en lisière et qui vont lui dire ce qu'il faut qu'elle fasse. Et notamment le président de la Bundesbank et le président de la banque néerlandaise qui, dès qu'elle a été nommée, on dit maintenant Draghi c'est fini et donc on va faire autre chose. Et puis quand elle a annoncé ses premières mesures, pour la première fois, je crois, il y a eu le président de la Bundesbank et je ne sais plus quel est l'autre président de la Banque centrale, probablement le néerlandais, qui ont qui ont pris une position minoritaire extrêmement critique sur. Donc, si vous voulez, tout ça, ça montre quel est le rapport de force à l'intérieur de la BCE. À mon avis, Lagarde, à l'intérieur du Conseil des gouverneurs, ne pèse rien. Elle pèse zéro. Voilà. Et elle a été mise là parce qu'elle pèse zéro. Donc, ce sont les présidents des banques centrales qui lui dicteront ce qu'elle sera chargée de vendre à l'opinion et aux politiques. Bon, alors quoi, je n'en sais rien. Et puis, je ne suis pas suffisamment spécialiste de ces questions-là pour avoir un avis éclairé sur les solutions techniques qui peuvent être proposées. Tout ce que je vois depuis le début de la crise, c'est qu'ils mettent en place une usine à gaz après l'autre, la dernière étant celle de la Commission, soi-disant pour financer le chômage partiel dans l'Union européenne, qui n'est jamais que de la capacité de faire du prêt, mais du prêt qui n'est pas du prêt de l'Union, qui est du prêt des États. Donc, c'est toujours le truc, la même chose que dans le MES. On va garantir ce que les États empruntent et puis on rachètera ensuite sur le marché. Enfin, des trucs, si vous voulez, qui servent à rien, sinon à mettre de la liquidité dans le système bancaire pour que le système bancaire puisse continuer à spéculer plutôt qu'à financer l'économie. Donc, c'est clairement pas ça qu'il faut faire. Je veux dire, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est dévaluer, c'est indexer les salaires, c'est faire de l'inflation pour réduire la dette, c'est renationaliser les banques centrales et faire que les États puissent emprunter directement aux banques centrales à taux zéro, etc. C'est-à-dire faire le contraire exactement de tout ce qu'il y a dans les traités européens. Bon, vous comprenez bien que ce n'est pas Lagarde qui va faire ça. D'abord, elle ne peut pas, elle n'en a pas la possibilité par les traités, et donc ça ne peut venir que par des actes de souveraineté des États. Et le premier qui fait cet acte de souveraineté, il se prend l'Allemagne en face de lui avec derrière une crise politique, une crise interne à l'Union européenne. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le MES en Italie. Oui. Il faut comprendre que le MES, c'est la Troïka. Oui. C'est-à-dire, ça, les Grecs connaissent bien. Hein, ils l'ont vécu et puis ils continuent à le vivre parce qu'elle est soi-disant partie, mais elle est toujours là. Enfin, moins maintenant depuis le coronavirus. Le gouvernement, comme je disais tout à l'heure, a mis fin à l'obligation d'excédent primaire.
Mais qu'est-ce que c'est que la Troïka? C'est des experts qui vous disent ce que vous devez faire comme loi sur lesquelles votre Parlement n'a plus aucune prise. Hein. Ça s'appelle les mémorandums. Memoranda, si on veut être puriste en latin. Alors, un mémorandum, c'est quoi? Il faut quand même le rappeler, parce que les Grecs en ont eu trois. C'est des milliers et des milliers de pages dans lesquelles les gens de Bruxelles, de Francfort et de Luxembourg disent voilà ce qui ne va pas dans votre droit privé, dans vos services publics, dans votre système de retraite, dans votre système de transport, etc. Voilà ce qu'il faut changer, privatiser, hein, parce qu'il faut toujours tout privatiser, couper dans les budgets, nanana. Et puis tout ça, c'est dans un gros volume comme ça, euh, qui n'était même pas traduit en grec intégralement, hein, donc qui ne serait pas demain intégralement traduit en italien si l'Italie devait accepter ce type de choses. Et puis tout ça, ça passe au Parlement selon une procédure d'urgence, le pistolet sur la tempe, parce que si vous n'acceptez pas les 2000 pages, eh ben, on ne vous verse pas l'argent qu'on vous a promis et vous ne pouvez pas payer vos fonctionnaires à la fin du mois. Donc, voilà. Et puis, tout ça, vous l'adoptez sous la forme d'un article unique d'une demi-page qui dit tout ce qu'il y a dans le mémorandum, le gouvernement est habilité à le transformer en loi, sans que le Parlement ne soit né à revoter là-dessus, et sans que le Parlement ne puisse rien amender. Vous comprenez que ce système des mémorandums et du MES, c'est la négation de la démocratie représentative. C'est la négation du principe de démocratie de représentative dans laquelle le Parlement vote le budget, vote et amende la loi. Alors après, si on accepte ça, ça veut dire qu'on n'est plus maître de rien chez soi. Et les Grecs n'étaient plus maîtres de rien du tout chez eux. Après, quand on entend les cris d'orfraie en France sur les lois d'habilitation des ordonnances ou sur le 49.3, mais le MES et les mémorandums, si vous voulez, c'est la loi d'habilitation ou le 49.3 à la puissance 100 000 ou 1 million. Et on rappelle que Bruno Le Maire a proposé de solliciter le MES pour la France. Voilà. Alors qu'on en fait un des taux historiquement bas. C'est ridicule de faire ça. Mais il propose quand même de le faire. Voilà. Mais si vous voulez, alors voilà, faut voir un petit peu ce que c'est. Faudrait que Monsieur Le Maire, quand il parle, il commence à réfléchir à ce qu'implique ce qu'il dit. Mais ça, c'est beaucoup demandé aux responsables français qui, depuis un certain temps, parlent pour ne rien dire et parlent surtout en ne connaissant pas leur dossier et en ne sachant pas les conséquences de ce qu'ils disent. Rappelez-vous quand même que c'était le même Bruno Le Maire qui, sous la présidence Sarkozy, était ministre de l'Agriculture et s'était vu demander dans un grand média français, Canal+, je crois, qu'est-ce qu'est un hectare, et il était incapable de répondre. Donc voilà, quand on a ce niveau de compétence au ministère qu'on occupe, on n'est pas surpris après, quand on s'occupe de l'économie, d'être autant à côté de la plaque. Oui. Non, Pour revenir très rapidement sur ce que vous disiez tout à l'heure, à propos des Allemands qui verrouillent la Commission européenne et qui ont fait des petites concessions de façade aux autres pays, mais qui, dans le fond, drive, pour faire un petit anglicisme, la politique européenne. Je renvoie nos auditeurs très rapidement vers une vidéo qu'avait faite, vous retrouverez ça assez facilement, une vidéo qu'avait faite François Asselineau là-dessus, où il faisait la liste de toutes les personnes qui étaient justement, de tous les Allemands qui occupaient des postes à la Commission. La vidéo dure 40 minutes, c'est bon de l'écouter pour bien prendre connaissance du sujet.
Et J'ai un petit chapitre là-dessus j'ai un petit chapitre là-dessus dans les 30 bonnes raisons aussi, voilà, donc où on je, où renvoie je, aussi, on en profite. où, où je montre comment, alors ça date un petit peu parce que c'était le précédent Parlement et la précédente commission, mais où je montrais comment, en fait, ils ont pris ils ont pris tous les leviers de commande et ça n'a fait que ça n'a fait que ça n'a fait que Se renforcer. Ouais. s'aggraver avec l'arrivée d'Ursula von der Leyen. C'est dire, je dirais, si vous voulez, on en est quand même à un point où même Jean Quatremer dit ça. C'est-à-dire que quant à Asselineau ou des gens comme moi ou comme Coralie ou Delhomme ou comme Frédéric Farah ou comme Jacques Sapir, on dit ça, on nous dit ah bah oui mais vous êtes des eurosceptiques. Mais quand c'est Quatremer qui finit par écrire sur son blog un papier qu'il intitule Elle veut des Allemands partout, si vous voulez, c'est que quand même on peut plus vraiment dire le contraire. Voilà. Donc aujourd'hui, on n'a pas une Europe à 27, on a une Europe à 26 dirigée par un. Voilà. Donc il y a un moment où il faut dire les choses et où cette situation n'est plus tenable. Alors c'est pas uniquement de la faute des Allemands. Hein. C'est d'abord de la faute de ceux qui acceptent ça et qui, depuis 20 ans ou 30 ans, même au-delà, je dirais, parce que c'est un vieux truc français, la fascination de l'Allemagne, mais où on a des élites qui sont incapables de penser l'indépendance, hein, qui sont incapables de penser la souveraineté, qui sont incapables de penser en dehors d'un modèle allemand. Mais ce modèle, c'est quoi? Comprenez? Ce modèle, c'est une économie dans laquelle on fait des produits semi-finis en Europe de l'Est avec de la main-d'œuvre sous-payée et que on ajoute la valeur ajoutée dans les usines allemandes pour ensuite les exporter en bénéficiant de la sous-évaluation de l'euro. C'est évidemment pas un modèle qui est transposable à aucun autre pays européen. Et c'est un modèle. Revenons quand même à la crise actuelle. Pourquoi il y a un taux de mortalité moins important en Allemagne? Parce que l'Allemagne a pillé l'Europe depuis 20 ans grâce à l'euro, grâce aux déficits commerciaux des autres qui sont devenus les excédents commerciaux de l'Allemagne, et que l'Allemagne n'a pas fait les coupes qu'elle a fait faire à tout le monde dans ses budgets de santé. Donc, si vous voulez, le fameux modèle allemand, on en a aujourd'hui les conséquences et en Allemagne et chez nous. Mais les zélateurs du modèle allemand, aujourd'hui, moi, je dis, si vous voulez, en temps de guerre, puisqu'il paraît qu'on est en temps de guerre, ça s'appelle des traîtres. Oui, mais ils choisiront ce qui correspond à la guerre et ce qui ne correspond pas à la guerre. Oui, Par oui, ailleurs, oui, oui, on est bien d'accord. sur le modèle allemand, encore un renvoi à l'éditeur. Si vous voulez comprendre très rapidement pourquoi le modèle allemand, non seulement n'est pas transposable à la société française, mais est également néfaste, en partie pour l'Allemagne elle-même, Le Hareng de Bismarck de Jean-Luc Mélenchon, pour une fois qu'on peut faire de la publicité à Jean-Luc Oui, Mélenchon, oui. est un livre très bien fait sur le sujet. D'ailleurs, également, J'ajoute le couple franco-allemand n'existe pas de de Coralie Coralie Delhomme Delhomme. et David Oui, Kéan. bien sûr, bien sûr. Exactement, aussi. Et puis d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon expliquait dans son livre que les populations âgées allemandes avaient tendance à partir vers les pays de l'Est pour passer leur retraite parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire leur retraite en Allemagne. Ce qui explique aussi peut-être le faible taux de mortalité en Allemagne puisque les vieux sont plus là. Et comme c'est la cible principale, ça aide. Ok. Une toute dernière question, Monsieur Delorme, Olivier, on va pas vous retenir encore pendant une heure. Si je comprends bien, pour vous, pour qu'on puisse avancer sereinement, sérieusement vers le monde d'après, la fin de l'Union européenne est indispensable. Comment vous voyez justement la suite, si on fait un petit peu de prospective, dans les 5 ans qui arrivent? Qu'est-ce qui va selon vous se passer et qu'est-ce qui serait raisonnable d'attendre de la part de nos gouvernements? Écoutez, ce qu'il faut, si on veut envisager l'avenir, il faut d'abord récupérer une monnaie nationale
qui soient en accord avec nos fondamentaux et qui nous permettent de réindustrialiser le pays. Derrière, il faut des nationalisations, évidemment, renationalisation des transports, renationalisation d'une partie, au moins d'une partie du secteur bancaire, re-régulation de la finance et de la bourse, fin des accords de libre-échange insensés. L'Union européenne, avant-hier, l'Union européenne annonce la conclusion de l'accord de libre-échange avec le Vietnam. Bon, évidemment, il faut démondialiser, c'est-à-dire on ne peut pas vivre, on ne peut. Vous voyez bien que ce que révèle cette crise, c'est qu'on ne produit plus rien. C'est-à-dire qu'on vit sur cette idée fausse qu'on peut être une société de services et acheter à l'extérieur, en vendant des services, acheter à l'extérieur tout ce qu'on ne produit plus à l'intérieur. Eh bien, ce modèle-là, il est mort. Il va falloir dresser beaucoup d'actes de décès. Il va falloir dresser l'acte de décès de la Startup Nation. Il va falloir recommencer à fabriquer du dur, à fabriquer de l'acier, à fabriquer des tables et des chaises, à fabriquer de l'oxygène médical, à mettre fin au chômage de masse qui met nos systèmes sociaux en déséquilibre. Il va falloir redonner aux services publics de l'éducation, de la santé, etc., les moyens de fonctionner correctement. Pour ça, il va falloir en finir avec l'indépendance des banques centrales et d'évaluer et faire de l'inflation, réindexer les salaires et les retraites sur l'inflation. Il va falloir épurer l'administration, excusez-moi du terme, mais on ne va pas faire cette politique-là avec des gens qui, depuis 40 ans, ont détruit l'économie et l'État en France. Donc voilà, il y a beaucoup de pain sur la planche pour un gouvernement de salut national, comment on peut l'appeler, de salut public, si on veut être plus mélenchoniste. Donc il va falloir mettre ensemble des gens qui ne sont pas d'accord sur tout, mais qui mettent en place un programme de redressement national. Il va falloir refaire du protectionnisme intelligent, c'est-à-dire dire il y a un certain nombre de choses qu'on doit produire à l'intérieur, on a la main-d'œuvre pour ça, plutôt que de payer la main-d'œuvre à être au chômage, on va mettre des barrières douanières pour cesser d'acheter des choses en Chine et redévelopper un marché intérieur. Il va falloir renationaliser la politique agricole, c'est-à-dire rapatrier les fonds qui vont à Bruxelles pour faire de l'agriculture spéculative et les réinvestir en France pour faire de l'agriculture biologique, de proximité avec des circuits courts et qui permettent aux paysans de vivre décemment de leur métier. Il va falloir revaloriser un certain nombre de professions, les professions de santé, les professeurs, les chercheurs, remettre de l'argent dans la recherche, etc., etc. Alors, après, ça ne veut pas dire qu'on s'isole du monde, hein. Il y a 27 États dans l'Union européenne et il y en a combien à l'ONU qui vivent de manière indépendante? Plus de 170, non? Voilà, donc si vous voulez, il n'y a jamais eu autant d'États indépendants à la surface de la Terre. Donc nous dire que le retour à l'indépendance, ça serait un retour au passé, non. C'est le retour à l'Empire qui est un retour au passé. Et en réalité, l'Union européenne n'a jamais été qu'un empire. Barroso avait eu l'ancien président de l'Union européenne qui est parti chez Goldman Sachs, sitôt parti de la Commission européenne, de la banque Goldman Sachs, avait dit l'Europe est un empire non impérial.
J'ai jamais très bien compris ce que ça voulait dire. Vous savez, c'est cette novlangue des européistes qui cherchent toujours à dissimuler les réalités derrière du verbiage. Oui, l'Europe est un empire, or le temps des empires est fini. Voilà, donc il faut en revenir à une indépendance nationale, à une souveraineté, à une production intérieure, à des protections pour un certain nombre de productions dont on considère qu'elles font partie des intérêts vitaux de la nation. Il va falloir arrêter de vendre nos bijoux industriels qui existent encore aux États-Unis. Donc, il va falloir mettre en place des protections juridiques pour éviter que les capitaux étrangers ne rachètent tout à l'intérieur de notre pays. Bref, c'est un changement de paradigme. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, il s'agit de réinventer de nouveaux modes de production et de développement d'une économie nationale. Et il ne s'agit pas non plus de mettre fin à la coopération internationale. On a des tas de coopérations internationales à développer, vous comprenez, avec l'autre bord de la Méditerranée, avec les pays d'Afrique, avec les pays d'Asie, avec les États-Unis, dans la mesure où on arrive à trouver des accords, avec les pays d'Amérique latine. Il y a tout un champ de coopération qui sont possibles. Et naturellement, il y aura des coopérations européennes qui devront perdurer. Si on avait des responsables dignes de ce nom, ils se mettraient aujourd'hui autour d'une table en disant « Alors voilà, dans ce qu'on a fait depuis 1954 et qui va passer dans les poubelles de l'histoire, qu'est-ce qu'on va essayer de sauver ?» Alors moi, il y a un modèle que j'aime beaucoup en matière européenne, qui est l'Agence spatiale européenne, qui est quelque chose qu'a voulu le général de Gaulle, c'est-à-dire que l'espace soit un lieu d'avenir et de développement économique et intellectuel pour la nation. Et donc, on s'est mis à plusieurs, Européens et non-Européens, pour faire l'Agence spatiale européenne parce qu'on n'avait pas les moyens de faire tout seul. Ben ça, c'est la coopération européenne intelligente, c'est-à-dire on identifie un secteur, on met en commun dans ce secteur des moyens après s'être mis d'accord sur des programmes. Et ce qui est très intéressant dans le fonctionnement de l'Agence spatiale européenne, c'est que vous avez une partie qui est une partie de recherche fondamentale de recherche générale auquel tous les États membres participent. Et puis ensuite, chaque État choisit dans ce que l'agence propose comme programme spécifique, il choisit ce qui convient à ses propres intérêts. Il choisit d'y mettre l'argent qu'il veut et il reçoit ensuite des commandes industrielles à proportion de ce qu'il a mis d'argent dans le programme. Et bien voilà, si vous voulez, une forme de coopération européenne intelligente qu'on pourrait développer dans des tas d'autres domaines à partir du moment où cette coopération, elle se fait entre des États égaux en droit et en dignité, pas avec des Allemands au-dessus et des Grecs qu'on insulte et sur lesquels on crache en bas, ou des Italiens ou des Espagnols, et puis égaux en droit, en dignité, et qui profitent à tout le monde, et qui profitent à tout le monde en fonction des intérêts que chacun détermine. Alors, ce qui est très intéressant dans l'Agence spatiale européenne, c'est que Bruxelles voulait mettre la main dessus, parce que c'était un truc européen qui lui échappait. Et donc, les personnels de l'agence et les gens de l'agence étaient assez inquiets
Et moi aussi d'ailleurs, parce que je me suis dit, si Bruxelles met la main là-dessus, ça ne marchera plus forcément, parce que tout ce que touche Bruxelles, ça finit en eau de boudin. Alors que l'Europe spatiale marche. Alors la bonne nouvelle, c'est le Brexit. Pour ça aussi, parce que comme la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni était un des principaux contributeurs de l'Agence spatiale européenne, et comme ces dernières années, elle est montée en puissance à l'intérieur du financement de cette Agence spatiale européenne, eh bien, ça veut dire maintenant que c'est une sorte d'assurance que Bruxelles ne mettra pas la main dessus si Bruxelles existe encore dans quelques années. La dernière chose que je voudrais dire sur ce modèle de l'Agence spatiale européenne, pour vous dire combien les dirigeants français sont indignes, combien ils me dégoûtent en réalité, voilà, c'est que ces gens-là, alors que Ariane était une construction française, que tout ça s'est fait à partir des programmes spatiaux français des années 60 mis en place par le général de Gaulle, et que traditionnellement l'Agence spatiale européenne avait comme premier contributeur la France. Eh bien, depuis cette année, l'Allemagne est passée devant la France. Et les dirigeants français indignes que nous avons à notre tête, indignes et incapables de voir les enjeux d'avenir, ils ont laissé faire ça. Voilà. Eh ben, c'est une raison de plus de s'en débarrasser, et de s'en débarrasser le plus vite possible. Bien, Olivier, merci pour cet entretien. On va se quitter sur ces bons mots. Donc, préparer le monde d'après, c'est sortir de l'Union européenne pour s'ouvrir sur le monde et pour entrer dans le XXIe siècle, tout simplement. Absolument. Voilà. Et mettre le paquet sur la recherche, parce que l'avenir, c'est la recherche. L'indépendance, ça passe aussi par ça, par une pleine maîtrise de notre recherche, de nos outils informatiques, etc. Absolument. Je rappelle toujours que le 58, vous savez, 1958, quand le général de Gaulle arrive au pouvoir, c'est un peu comme le consulat quand Napoléon Bonaparte arrive au pouvoir. C'est une des périodes où se crée le plus de choses en France en quelques mois. Eh ben, en quelques mois, le général de Gaulle il a révolutionné la recherche française, à partir d'ailleurs de travaux de scientifiques qui avaient été faits sous le gouvernement Mendès-France de la 4e République, et qui avaient préconisé les structures que la 4e République était incapable de mettre en place. Et ben, quand la 5e République arrive, dans l'élan, elle met en place toutes ces structures, dont l'INSERM. J'ai vu d'ailleurs l'autre jour que professeur Raoult, dans un entretien, disait: le général de Gaulle a créé l'INSERM, et depuis, l'INSERM a été totalement dévoyé de ses missions. Je ne connais pas assez les choses pour me prononcer là-dessus, mais ce qui est vrai, vous voyez, ce qui est vrai, c'est que quand on est dans un moment d'élan national, à un moment qui est un moment de crise, parce qu'il faut savoir quand même qu'en 58, on est dans un moment de crise profonde, de crise financière. Le général de Gaulle dira, quand je suis arrivé au pouvoir, le choix était entre la faillite ou le miracle. Et quelques années plus tard, la France a une des économies les plus saines et les plus dynamiques d'Europe, alors que les derniers gouvernements de la 4e République vont faire les fins de mois à Washington tous les ans, en tenant la sébille à la main et en demandant des crédits américains. Donc il faut comprendre qu'à partir du moment où on a un gouvernement de sursaut national, tout devient possible, et qu'on peut redresser l'économie, créer des nouvelles structures, préparer l'avenir, former les jeunes, tout ça, on sait le faire. On est la 6e puissance économique mondiale, on a les capacités de le faire à partir du moment où on vire les élites faillies qui nous gouvernent depuis 40 ans.
C'est un programme un tout petit peu trop ambitieux pour des gens qui ne sont pas capables de commander des masques ou d'en produire. Olivier, merci. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Sur Facebook? Vous avez un site internet, YouTube? J'ai une page Facebook et Ouais. j'ai un site internet qui est olivier-delorme.com avec un blog où je parle beaucoup de la Grèce notamment. D'accord. Et dernier point, il me semble que vous avez accordé récemment un entretien au Cercle Aristote à propos J'ai de… j'ai accordé un long entretien où… Ah bah, on n'en a pas parlé du coup. Mais vous trouverez ça en détail sur Voilà. effectivement sur le cercle Aristote, sur la crise migratoire et sur la politique d'Erdogan à l'égard qui a utilisé cette crise migratoire comme une arme. Et vous avez également un article qui vient de paraître hier sur un média, un nouveau média qui s'appelle Voix de l'Hexagone, à qui D'accord. j'ai donné une interview sur la situation grecque. En réalité, depuis 2010, depuis la crise dite de l'euro, enfin de crise dite grecque qui est en réalité une crise de l'euro, jusqu'à la crise du coronavirus. Voilà, donc c'est mes dernières. Il y a aussi un papier dans Valeurs Actuelles qui est sorti sur la crise migratoire dans les tribunes dans Valeurs Actuelles de la semaine dernière, je crois. Donc ça, Voilà, ce sont vos c'est dernières activités. mes dernières contributions. Bien, eh ben, cet entretien va s'y ajouter. Merci beaucoup de nous l'avoir accordé. Bon courage avec le confinement en Grèce. A priori, ça a l'air de mieux se passer pour vous que pour nous. Pourvu que ça dure, pour vous, pourvu que la situation s'améliore pour nous. À nos auditeurs, restez connectés. D'autres entretiens arrivent très rapidement. Olivier, à bientôt. Merci. Merci à vous et bonne soirée. De même.